Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler des robots conversationnels et nous interroger sur une de leurs conséquences possibles. Ça y est, maintenant que tout le monde a découvert ChatGPT, sans trop savoir comment ça fonctionne, chacun y va de son couplet. Non les amis, ce podcast n'a pas été écrit par ChatGPT. Comme toujours, il y a celles et ceux qui y voient une opportunité facile, genre l'IA qui va rédiger mon mémoire de fin d'études, et qui confondent un peu surface et profondeur. En gros, celles et ceux qui croient que la poésie n'est qu'une succession de mots. Et puis celles et ceux qui crient immédiatement au loup en expliquant que ChatGPT va détruire un nombre incalculable d'emplois. Bref, on observe toujours les mêmes engouements, un peu hâtifs, surfant sur les peurs ou les fantasmes. Alors qu'en réalité, peut-être que l'une des conséquences potentielles est d'un autre ordre. Alors, ChatGPT et les mots d'ordre, c'est quoi l'histoire ? On va pas débattre ici de la puissance ou des limites des robots conversationnels, c'est pas le sujet. Rappelons simplement que techniquement, cela repose sur les LLM, les Large Language Models. En substance, ça prédit des séquences de mots à partir de celles que tu lui donnes, le prompt, et en fonction de ce que tu lui as déjà appris, c'est-à-dire de ce avec quoi le modèle a été nourri. Il y a donc deux traits caractéristiques à comprendre. Le premier, c'est que le modèle d'apprentissage, quelle que soit sa puissance, reste par nature tributaire des données auxquelles il est exposé. Et le second, c'est que le modèle ne sait en aucun cas estimer la pertinence de ces mêmes données. Il ne sait pas faire la part des choses. En soi, ça pose pas de difficulté particulière, c'est des caractéristiques qu'il suffit de connaître pour éviter de totémiser l'outil et de lui prêter des vertus qu'il n'a pas. Un robot conversationnel ne te donne pas la vérité, par exemple, sur la question que tu lui poses. Il te fournit en revanche une réponse avec une très bonne syntaxe, qui est l'agencement le plus probable en fonction de ses paramètres et au regard de la matière qui lui a été fournie, sans qu'il puisse réellement distinguer si cette matière, elle-même, est pertinente ou pas. En vérité, le sujet, ce sont les usages qui en seront faits si on ne tient pas compte de ces limites, c'est ça qui nous intéresse. Revenons un peu en arrière sur l'histoire du web. Au début, ton point d'accès, c'était des outils comme Yahoo. En gros, une grosse bibliothèque avec des catégories et des sous-catégories pour accéder à des sites internet. Et ça demandait 2 efforts à l'utilisateur. 1. Réfléchir à la catégorie pertinente dans laquelle ce que tu cherches peut se trouver. Et 2. Une fois dans la bonne catégorie, faire un effort de sélection, donc de discernement pour choisir quelle information prendre, c'est-à-dire quel site visiter dans la liste qui lui était proposée. Google, avec la recherche plein texte, ça a bouleversé tout ça. En mâchant le travail de l'utilisateur, sur le premier point, plus besoin de faire l'effort de savoir où ça peut être, on te propose directement une liste de sites. Mais il te reste quand même le second effort, celui de discerner dans cette liste ce que tu vas sélectionner et consulter. Mais avec le temps et notre paresse coupable, que s'est-il passé concrètement dans les usages ? Combien de personnes aujourd'hui font encore l'effort de scroller au-delà des premières réponses de Google ? Qui est vigilant et veille à distinguer les liens sponsorisés, les extraits optimisés ou tout simplement des sites en tant que tels ? Qui a fait l'effort dans la pratique d'utiliser des moteurs de recherche alternatifs, plus respectueux des données personnelles, malgré sa conscience des défauts de ceux qui l'utilisent ? Bref, notre paresse a réduit notre capacité de discernement et nous prenons ce qu'on nous donne, un peu facilement. Regarde comment l'algorithme de LinkedIn impose maintenant sa loi, où chacun cherche à l'utiliser pour optimiser sa visibilité. Et à la fin, c'est le bruit, la gesticulation, les commentaires et les polémiques qui l'emportent sur la pertinence et la qualité de l'information. Et donc si on imagine que la facilité apparente que nous offrent les robots conversationnels venait à ce que nous en fassions collectivement en remplaçant des moteurs de recherche. On évite le premier effort, et même le second, puisqu'il n'y a même plus à essayer de discerner en sélectionnant dans une liste. On a une réponse immédiatement comestible sans connaître les sources. Avec Patrick Bouvard, il y a 20 ans, dans un bouquin sur le knowledge management, on écrivait, je cite, « L'enjeu moderne est la modélisation d'une recherche rapide, opérationnelle, intégrant des principes d'exploitation paramétrables des informations. Celui qui posséderait un tel outil serait plus maître du jeu que les autres. » C'est donc là la question. Le maître du jeu. Si cette hypothèse avec les robots conversationnels s'avérait, elle comporterait plusieurs risques.
D'abord un risque de soumission. Le modèle du robot a pris la main sur l'utilisateur, sur l'appréciation des sources qui l'ont nourri, comme sur ce qu'il en ressort. La voix de son maître. Tais-toi et écoute ce qu'on te dit. Mais aussi un risque de paupérisation culturelle. Une normalisation, donc une réduction de la culture, dès lors que se diffusent majoritairement des représentations construites par un modèle, qui s'appuie sur des données existantes, sans débat contradictoire nourricier. Un risque d'accroissement des inégalités également. Les efforts d'esprit critique ou de dissidence seront d'autant plus pesants que le travail sera mâché, ce qui desservira la grande majorité de celles et ceux qui ne pourront pas les consentir, quelles qu'en soient les raisons. On pense alors à Gilles Deleuze, qu'on vous invite à écouter et réécouter sur l'art et les sociétés de contrôle. Il stipulait dès 1987 que l'information constitue un mot d'ordre, car elle dit ce que vous êtes censé devoir croire, ou plus exactement, de nous comporter comme si nous le croyions. L'information, en cela qu'elle consiste à faire circuler un mot d'ordre, est un système de contrôle, dont Deleuze affirmait qu'il constituerait le moyen principal d'une société de contrôle. No comment. Vous voyez le truc venir ? Il ajoutait aussi que la contre-information étant inopérante à ses yeux, que seul l'acte de résistance pouvait avoir un effet de contre-pouvoir. L'art et la création en étant un des plus importants. Donc si on craint qu'une généralisation massive des robots conversationnels s'apparente à une maîtrise des mots d'ordre, avec pour corollaire contrôle et normalisation de l'information, c'est quoi l'acte de résistance qu'il faut poser ? Si ce n'est celui de développer tout aussi massivement la culture. On va pas nier les formidables avancées de l'intelligence artificielle. Les modèles d'apprentissage dont il est question offrent évidemment des avantages considérables, dans des domaines par exemple comme l'analyse de séquences biologiques. En revanche, leur puissance oblige à ne pas occulter les conséquences potentielles sur un plan sociétal. Or, en l'occurrence, l'enjeu des années à venir est indiscutablement celui de la culture, donc de l'éducation. En résumé, adopter les robots conversationnels comme principal moyen d'accès à l'information comporterait des risques de pensée unique aux conséquences dévastatrices. Il convient donc d'apprendre à les utiliser en comprenant leur fonctionnement pour en faire de puissants alliés et non pas un moyen de notre asservissement. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.